Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la couture. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la jupe Elvira. La voici. Alors cette jupe, je l'ai cousue en collaboration avec Karine de la boutique Parisienne Pattern. Cette boutique, vous savez que je l'aime beaucoup. Quand je l'ai découverte, je vous avais partagé assez vite. J'avais fait une vidéo dédiée sur cette boutique qui vend beaucoup d'upcycling. Et j'avais vraiment partagé en toute sincérité et sans partenariat parce que j'aimais beaucoup la façon de travailler de Karine, son sérieux et voilà. Donc j'ai commandé vraiment plusieurs fois dans cette boutique, j'ai toujours été très contente. Et il y a quelque temps, ça remonte un petit peu, Karine m'avait écrit un message en me demandant si je serais d'accord pour collaborer avec elle sur un petit projet, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis ce projet s'est affiné et à ma grande surprise, c'était un projet de jupe longue. Et vous savez que surtout l'été, j'adore porter des jupes longues, donc j'étais vraiment trop contente. Donc je vais vous présenter ce patron de la jupe Elvira, donc je vous montrerai après, qui est une jupe longue à 3 volants. Je vais en profiter pour vous parler du tissu. Je ne sais pas si vous entendrez, il y a un très très joli tombé. Je vais, pour les personnes qui débutent, proposer un pas à pas assez détaillé pour monter la jupe. Ce n'est pas difficile, mais c'est une jupe froncée avec une taille élastiquée. Donc Karine vous propose un tutoriel dans le PDF de la jupe, mais moi j'ai proposé à Karine de faire un tuto vidéo. Vous savez que j'aime bien beaucoup détailler les choses pour les personnes qui débutent, parce que je n'oublie pas que moi aussi j'ai débuté il y a quelques années et que le support visuel, le support vidéo m'aidait énormément. Donc je vous partage mes petites astuces, ce que moi j'aime bien faire parce que je suis une amoureuse des fronces et des volants. Donc je vais vous proposer, donc il y aura un chapitrage, il y a 2 techniques. Moi j'utilise plutôt une technique circulaire pour monter les volants. Karine propose une technique de fronçage pan sur pan, donc je vais vous montrer les deux. Et puis je n'ai pas suivi le tuto de la notice de montage en fait de Karine pour la ceinture élastiquée, pas parce que c'est pas bien du tout, mais parce que moi je procède autrement, donc je vais vous montrer ma petite méthode. Alors, donc cette jupe, je l'ai cousue donc en partenariat, c'est-à-dire que Karine m'a offert le patron et m'a offert le tissu. Vous le savez, je partage toujours en toute transparence. Je vais vous montrer le tissu de façon plus précise, avec un visuel plus détaillé. Si je ne pensais pas que c'était bien, je ne vous le dirai pas. Donc j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur. Karine m'avait laissé le choix de plusieurs tissus, enfin de choisir une viscose. Et en fait, moi j'ai eu vraiment un très gros coup de cœur. Je crois que je vous le dis après dans la vidéo pour celle-ci. Alors elles ont toutes un très beau tombé les viscoses parce que Karine m'a aussi envoyé pour me remercier. Et vraiment, elle est adorable. Cette viscose-là, qui est très très jolie, qui est une viscose plus printanière. Je vous montre un petit peu au niveau du tombé et puis après je vous ferai un face caméra plus précis où je vous décris les produits. Vous voyez, il y a cette viscose là aussi qui a un très très joli tombé. Et ce sont des viscoses, pour le coup là j'ai l'expérience, qui sont très faciles à coudre, qui sont fluides mais qui ont un joli tombé et surtout les fils ne se tirent pas. Et ça c'est très important parce que quand on a des fronces et qu'on va tirer les fils de fronce, moi je sais que moi qui coupe beaucoup de fronces, sur certains tissus j'ai vraiment eu le souci quand on tire les fils de fronce d'avoir un effilochage du tissu, des petits fils qui partent. Et là, on n'a pas du tout ce problème-là sur cette qualité de viscose. Donc, je vous montrerai de plus près après. J'ai eu en cadeau cette viscose-là aussi. Cette viscose jaune, hop, à fleurs, qui est très très mignonne. J'ai eu ce coton qui est trop joli. Donc, je vous le dis tout le temps, il y a certainement des redites avec la vidéo, parce que j'ai tourné sur plusieurs jours. Donc là, je vous montrerai de près aussi
parce que oui, ce sera très bien de près parce que là, vous voyez pas grand-chose sur ce coton qui est ajouré, qui est très très beau. Et alors, quand j'ai fait le plantable des descriptifs des tissus, j'avais pas la composition encore de ce lin qui est trop joli. Et je vous dis, il me semble que c'est un lin viscose. Et alors, c'est même mieux qu'un lin viscose. Je vais vous montrer. Donc là, il fait un petit peu transparent, mais sincèrement, vous pouvez le coudre sans le doubler. C'est un mélange de lin, de viscose, de soie et de coton. C'est d'une superbe qualité. On a un très beau tombé. Et moi, je vous dis après que c'est bien pour faire des jupes droites, tout ça. Mais même en pantalon d'été, en short, en petite veste d'été, ça peut être vraiment très très bien. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous montrer les tissus. Comme ça, vous aurez un visuel plus précis si jamais vous voulez passer commande. Parce que, alors, le petit cadeau que vous fait Karine, c'est si vous commandez au moins 2 mètres de viscose, puisque il faut 2 mètres de viscose. Enfin, moi, j'ai cousu, je vous dirai après, dans un 34-36, mais ça passe largement hein, dans 2 mètres de viscose. Donc, si vous commandez au moins 2 mètres de viscose, Karine vous offre l'élastique et le patron. Pour ce faire, quand vous passez commande, il y a, donc sur Etsy, je vous mettrai tout en barre d'infos, il y a un petit encart adressé un message au vendeur et là vous tapez Rose Cocon ou alors voilà je commande suite à la vidéo de Rose Cocon. Le tout c'est que mon nom, enfin mon pseudo de Rose Cocon apparaisse. Je vais vous insérer ici une petite photo. Et quand Karine verra le message Rose Cocon dans votre commande de 2 mètres de viscose ou plus, elle insérera l'élastique et le patron. Voilà, elle vous enverra le patron en PDF. Alors nous, on va se retrouver donc pour une longue vidéo parce que je détaille toujours tout. Donc cette vidéo va être bien entendu chapitrée et j'espère que ce sera vraiment accessible aux personnes qui débutent. Donc moi, je vous dis dans un bon petit moment. À tout à l'heure. Alors je vous montre de plus près ce que j'ai reçu. Donc ici j'ai un grand élastique de 4 cm. Ici un élastique fronceur de 4 cm également. Et on va passer à ce qui nous intéresse le plus, le tissu. Alors moi j'ai choisi pour ma collaboration cette viscose là, qui est une viscose au très beau tombé, qui est extrêmement douce et qui a de très très jolies couleurs. Alors je trouve que ça peut faire estival, automnal, printanier. Voilà, en fait le mélange des couleurs et des motifs font que c'est une viscose qu'on peut mettre, je trouve, à toutes les saisons. Donc on a de très très jolies teintes, moi qui me conviennent tout à fait. On a de l'écru, de l'ocre, du vieux rose. En fond, on a une sorte de bordeaux violine. Donc c'est très très beau. Donc c'est la viscose qui s'appelle viscose fleur ton mauve. Je vous mettrai les liens en barre d'information pour retrouver les tissus. Donc le tombé... Le tombé est très fluide, mais on n'a pas une viscose qui est, elle est fine, mais elle se tient quand même. Voilà. Donc celle-ci, je l'adore. Ça a été mon coup de cœur puisque c'est celle que j'ai demandé à Karine. Et Karine a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer d'autres coupons. Alors, on reste dans les viscoses. Ici, on a la viscose ton jaune. Ici, pareil, c'est fleur ton jaune. Elle est très jolie aussi, donc on a un jaune qui est un petit peu un jaune moutarde, c'est pas tout à fait de l'ocre, on est sur un jaune moutarde qui est plus clair que ce que vous ne voyez à la caméra. Alors attendez, je vais essayer, le but c'est de vous faire un... Voilà, on est à peu près comme ça, ça va pas se maintenir, mais voilà, on est à peu près comme ça. Donc avec de jolies petites fleurs, le toucher est vraiment très très joli, on est comme sur de la belle qualité, hein. Voilà, donc là on est légèrement transparent, mais ça va vraiment dépendre de l'exposition à la lumière parce que
Bon, si vous faites une petite jupe d'été là-dedans, en plus de ça, si vous faites une jupe froncée, il n'y aura vraiment pas besoin de la doubler. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc au niveau, je ne l'ai pas fait sur l'autre, on va voir. Hein. Oui, ça froisse. Maintenant, j'ai pressé très fort et voilà, pour une viscose, sincèrement, ça passe. Là, j'ai vraiment serré très très fort. Je vais faire le test sur celle-ci. Voilà, elle froisse aussi, peut-être légèrement moins celle-ci. Alors, il y a plus de motifs, hein, donc... Ensuite, j'ai eu cette viscose-là aussi qui est très jolie. Donc, celle-ci, on a des tons très, très printaniers, du coup, hein, très estivaux, très printaniers. Donc, on a un mélange de rose pêche, rose un petit peu plus soutenu. Je ne vais pas vous dire que c'est un fuchsia, mais on a un rose plus soutenu, un corail, voilà, rose corail, rose pêche, jaune avec des petites feuilles vertes. Pareil, viscose qui est très très jolie, très fluide au niveau du froissage, parce que ça, vous savez que c'est quelque chose qui m'embête. Voilà, ça froisse comme une viscose, mais vraiment sans plus. C'est tout à fait acceptable, et encore une fois, je serre très fort. Donc voilà, on a un beau tombé, les couleurs sont très jolies, donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai eu dans mon colis ce voile de coton magnifique, qui est un voile de coton alors qui est brodé. Vous avez des petites broderies. Alors ce type de broderie là a un nom où en fait on vient faire des petits trous, vous voyez. Alors c'est pas de la broderie anglaise, hein. C'est le coton qui s'appelle coton mousseline rose. Il est très beau. Alors on a un rose poudré qui est davantage rose que ce que vous nous voyez. Là c'est trop... Non, j'arrive pas trop à régler. Voilà, on est comme ça. Voilà, le rose est comme celui-ci. Donc vous voyez qu'il est, il est transparent. C'est un voile de coton. Hein. On est comme sur du plumetis en fait. Hein. Très souvent les voiles de coton plumetis. Donc on a cette qualité-là. Il est vraiment très très beau. Je le trouve magnifique. Je remercie infiniment Karine de m'avoir autant gâtée. Je suis très contente. Et ici, on a... alors là, je l'ai pas vu encore dans la boutique, celui-ci. Alors, je pense, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas demandé, j'ai oublié de demander à Karine. Comme ça, je pense que c'est un lin viscose. Parce que c'est quand même plus fluide que du lin classique. Alors, ou c'est un coton lin, ou c'est un lin viscose. Je partirai plutôt sur un lin viscose. Je vous l'écrirai si j'ai la réponse d'ici là. Donc, bien entendu, ça froisse, hein, il y a du lin dedans. Donc, mais la couleur est vraiment très jolie. Le tissage est très beau. Donc, on a un tissage lin, mais qui n'est pas grossier du tout. Et c'est pareil au niveau de la... Je vais essayer de vous donner la bonne couleur. Voilà, la bonne couleur est comme ça. Voilà, comme ça, avec une touche quand même légèrement violine, que je n'arrive pas à rendre à la caméra. Peut-être vous l'aurez un petit peu ici. Voilà, c'est entre du taupe foncé avec une petite touche de violine. C'est très très joli. Voilà, donc ici on a un très beau rendu aussi, qui peut tout à fait faire robe d'été, voire même jupe. Alors jupe très foncée comme ça, je ne sais pas, ça manquera peut-être un petit peu de fluidité, puis rajouter des fronces là-dessus, je ne suis peut-être pas convaincue, mais du moins robe d'été, ou alors jupe longue droite, ça peut tout à fait le faire. Voilà de près, j'espère vous avoir donné une bonne idée des petites pépites que m'a envoyé Karine. Alors je vous fais un petit point sur le tissu une fois qu'il a été lavé.
Bon là j'ai étendu comme je pouvais sur mon lit, enfin je l'ai mis à plat. Alors là le tissu je l'ai lavé à basse température, mais j'ai pas fait attention, j'ai mis un essorage à 1000 tours minute, donc ce qui est assez fort. Et bien écoutez, je l'ai étendu et là c'est pas du tout repassé. Je suis extrêmement contente. Je vais le repasser pour dire que je l'ai repassé avant la découpe pour être un petit peu puriste. Mais voilà, les couleurs n'ont pas bougé. Et sincèrement, ils ne froissent pas. Donc je suis trop contente. Pour une viscose, ça va être, ben, je pense, un bonheur à porter. Vous voyez... je voulais vous faire part de cet aspect-là parce que je vous parle souvent des viscoses. Et ça, on ne peut pas le savoir, trop savoir avant de les laver. Mais là, pour le coup, elle réagit très bien au lavage. Et écoutez, je suis vraiment très contente du fait qu'elle ne froisse pas beaucoup et qu'elle ait l'air facile à entretenir. J'ai tracé ici mes pièces de patron et j'en profite pour vous faire un petit focus, surtout à destination des débutantes. Donc voilà, j'ai mis ma ceinture pièce A. Ici, mon premier volant, celui du haut, qui est découpé, qui n'est pas découpé au pli parce qu'il n'est pas encore trop grand. Donc pièce B, 2 fois. Ma pièce C qui ici est découpée au pli et ma pièce D aussi qui est découpée au pli. Donc je me suis référée au tableau des tailles et j'ai choisi de faire la stature 1m76 parce que j'aime bien les jupes très longues et j'ai opté pour la taille S qui correspond à un 34-36. Alors, je vous fais un petit point qui n'a rien à voir avec le patronage, mais si vous êtes débutant, que vous n'êtes pas encore équipé en papier patron, tout ça, soit vous pouvez accoler des feuilles A4. Et ici, je vous montre que moi, de temps en temps, j'aime bien faire un petit peu de récup. C'est-à-dire que quand on reçoit des colis, des tissus, on a souvent du papier de soie. Donc, je le prends, je le repasse. Alors là, on ne dirait pas, mais il est repassé hein, parce qu'il était très froissé. Ou alors ici, vous voyez du papier craft qu'on a dans les colis aussi qu'on reçoit. Ça va très bien pour ce genre de choses. Ce que je voulais aussi vous faire remarquer, c'est que, je ne sais pas si vous verrez, j'ai fait des repères ici. Parce que la spécificité de cette jupe, c'est d'être froncée hein, nécessairement, puisque c'est une jupe à plusieurs étages, à plusieurs volants. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est marquer mes repères sur le patronage. Comme ça, je place des épingles sur mon tissu. Et avant de froncer mes grands pans de tissu, eh bien, je les partage. Donc ici, vous voyez, ça, à chaque fois, ça va être partagé en 8. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien partager mes pièces de patron en 8 pour avoir une répartition des fronces qui est égale. Et moi, comme je pense que c'est un patron que je vais faire plusieurs fois, je trace directement sur le patron. Dans la description du PDF, il me semble que Karine dit de tracer les découpes directement sur le tissu. Vous pouvez le faire. Moi, c'est vrai que sur la viscose, j'aime pas tracer sur le tissu parce que ça bouge énormément. Donc, je fais d'abord mes pièces patron et ensuite, je vais découper. Voilà, donc pour cette étape de pièces qui sont créées, je pense vous avoir dit ce que j'avais à vous dire. Et puis, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la découpe. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien en fait épingler mon tissu sur ma table à repasser qui est matelassée et j'enfonce des épingles dedans. Mais ça va être plutôt pour des pièces de buste, des manches, voilà, des pièces qui sont pas trop grandes. Ici, on va découper donc une pièce au pli. Moi, je l'ai faite au pli qui est vraiment grande. Donc, prenez votre temps pour bien installer le tissu. Au préalable, je l'ai repassé. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de plis et pour que le tissu soit bien droit, en fait, on va prendre son temps et bien l'aplatir comme ça et faire un geste d'étoile pour que le tissu soit bien plat et réparti de façon harmonieuse. Donc ça demande du temps, hein, la découpe, mais c'est comme ça qu'on aura un joli résultat. Une fois que le tissu est bien plat, donc ici en bas, là, j'ai mis lisière contre lisière, voilà. Et donc maintenant que le tissu est bien aplati, je vais poser ma pièce de patron. Et ce que j'aime bien faire, donc je la mets bien au bord ici, je l'aligne au niveau du pli. Et donc quand je vais découper des grandes pièces comme ça, pour être certaine que ça ne bouge pas parce que
la viscose est quand même une matière fuyante, j'utilise ce genre de choses. Donc, je vous avais présenté dans une vidéo sur mes indispensables les petits, vous voyez ici les petites rondelles de bricolage. Mais quand on a des plus grandes surfaces, moi, je dégage toujours des petits trésors dans la cabane de mon mari. La cabane de bricolage. On a ici des équerres. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ça. Hein. Vous prenez des boîtes de conserve qui sont bien lourdes. Mais moi, j'aime bien travailler avec les petites équerres parce que celles-ci sont lourdes. Elles ne bougent pas. Et voilà, au niveau de mes angles, ça suffit. Je vais marquer les 4 angles ici. Et elles ont un poids qui va m'assurer une sécurité lorsque je vais passer mon cutter rotatif. Voilà. Donc ici, c'est vraiment lourd. On peut mettre quelque chose aussi au milieu, mais bon, on n'est pas obligé. Éventuellement, allez, je vais rajouter quelques petites rondelles. Et le mieux, ça va être le cutter rotatif. Si vous n'en avez pas, bien entendu, vous allez au ciseau. Là, s'il y a une découpe qui n'est pas tout à fait droite ou vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, on est sur une jupe volantée, c'est pas grave du tout. Mais dans ce genre de pièces-là, moi j'aime bien le cutter rotatif. Alors, je l'utilise vraiment pas tout le temps, mais là ça va être vraiment bien. Donc en cutter rotatif, moi j'ai celui-ci, le Dexter, que j'ai acheté en magasin de bricolage il y a longtemps. Et celui-ci, que je trouve vraiment bien, du moins à l'achat, c'est celui d'Action. Mais malheureusement, il n'y a pas de... J'ai jamais trouvé de rondelle de remplacement, mais je trouve qu'il découpe vraiment bien. Donc ici, on va vraiment se mettre ici bord à bord. Et tout simplement, hop, on va y aller. Et on va découper. Alors là, je suis... Voilà, hop. Et c'est parti. Alors bien sûr, on va repasser un petit coup de cutter sur les petits fils qui restent. Et on va faire tout le tour comme ça. Et procéder de la même façon pour toutes les autres pièces. Alors je vous montre ici, entre guillemets, ma petite astuce. Quand ma pièce est bien à plat et que je viens de la découper, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais fait des repères. Alors pour cette pièce-là, qui est la dernière pièce, en fait, les repères ne sont qu'en haut, puisqu'en bas, on va faire l'ourlet. Pour les pièces B et C, c'est-à-dire le volant du haut et le volant du milieu, on va avoir des repères en haut puisque on va joindre la pièce B à la ceinture et en bas puisqu'on va joindre la pièce B au volant C. Et idem pour C, on va l'accorder avec B et D. Donc pour cette pièce D, je vais faire un petit repère ici avec des épingles avant de passer mes fils de fronce. Donc, on va faire, donc mon tissu est au pli, donc je mets une épingle ici et on va marquer tous les huitièmes. Comme ça, j'aurai un repère pour accorder. Donc, sur la première partie et sur la deuxième partie derrière parce que mon tissu est au pli. Voilà. Après, vous pouvez les marquer aux frictions. Il n'y a pas de souci, l'un ou l'autre avec les épingles ou avec les frictions, il n'y a pas de problème. Voilà, et on continue, on le fait maintenant. Avant de passer les fils de fronce, je trouve que c'est vraiment pratique. Donc ici, on va commencer le montage. Moi, j'ai choisi de commencer par la grande pièce D, donc c'est-à-dire le volant le plus bas. Ici, vous voyez qu'il y a mes repères. Et pour ce premier montage-là, je vais suivre la méthode de Karine qui propose d'assembler un pan du haut et un pan du bas en les fronçant, de faire d'abord le devant et ensuite le dos. Et ensuite, je vous montrerai une autre méthode qui va correspondre au fronçage en circulaire. C'est-à-dire que on assemble d'abord nos pans devant et dos. On écarte les coutures au fer et ensuite on passe les fils de fronce. Donc pour ici, ça c'est ce qui est préconisé dans la notice de montage. On peut déjà surfiler le bas puisqu'ici il va y avoir un ourlet. Là je vais vous montrer comment passer les fils de fronce et ensuite une fois que les fils de fronce seront passés, le but ça va être de faire coïncider ici les repères d'épingle avec... Là, j'ai fait des repères au feutre. Clac. Donc ici, ça va être comme ça. Là, ça va être comme ça. Donc là, vous voyez, ça va venir se froncer. Ici, ça va être comme ça et ainsi de suite. Voilà, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on positionne le tissu et comment est-ce qu'on règle la machine pour froncer.
Alors c'est parti pour froncer. Ici, je vous l'avais peut-être dit, je garde ma vieille machine à coudre, ma petite Brother RL 417. Je l'ai souvent à portée de main en fait, justement pour passer les fils de fronce, ou alors elle est pas mal aussi quand je couds mes accessoires. Voilà, c'est une bonne petite guerrière. Et en fait, pourquoi est-ce que je la garde à portée de main? Parce que dessus, je monte des fils de passe super bonne qualité. Lorsqu'on a de très très grandes longueurs comme ça à coudre en fil de fronce, et un peu ça sur chaque longueur, on va faire 2 fils de fronce. Je la laisse monter avec du fil bas de gamme. Donc, on va faire un petit point ici sur le réglage de la tension. Donc, pour avoir des fils de fronce harmonieux, on va passer 2 fils de fronce et on va mettre la tension ici sur 0. Voilà. Et on va allonger le point au maximum. Moi, mon point allongé au maximum, ça va être sur 6, ici. Et on va y aller. Hop. Tout simplement, on va piquer sur toute la longueur. Il faut faire attention derrière à laisser les fils bien longs, parce qu'après, on va avoir besoin de tirer dessus. Donc, il faut qu'ils soient bien accessibles. Et, écoutez, on va piquer. Alors, en premier, ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir comme ça la largeur du pied de biche et je vais venir piquer ici. Alors, j'ai piqué toute ma longueur ici, vous pouvez le voir. À la fin, j'ai laissé un long fil dépassé. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, hop, on va piquer la deuxième ligne de fronce, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Et pour la deuxième ligne de fronce, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler un petit peu sur la gauche. Alors, si je pique sur une cotonnade plus épaisse, j'aime bien piquer entre la première ligne et la deuxième. Mais là, comme c'est de la viscose qui est très fluide, j'ai peur que le tissu, en fait, ne s'engouffre ici dans les grilles d'entraînement. Donc, je vais plutôt piquer à gauche. Et il faut bien veiller, en fait, à ce que les points ne se croisent pas. Il faut être bien sur la gauche tout le temps, donc allez-y doucement si ça demande un petit peu de temps. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que normalement, lorsque je pique mes tissus, je ne couds jamais avec les épingles plantées dans le tissu. Là, pour une question de commodité et un petit peu de gain de temps, parce qu'on va avoir beaucoup de fronçage et pour pas perdre mes repères, comme je vous l'ai dit, moi j'ai... sur certains pans, surtout sur les plus longs, j'ai mis mes aiguilles pour me repérer plus facilement et j'ai fait attention avec mon aiguille de ne pas passer sur les épingles. Donc là, je vais piquer ma deuxième ligne de fronce et je reviens vers vous. Alors, j'ai passé mes 2 fils de fronce ici et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va mettre la pièce D endroit contre endroit avec la pièce C. Alors, la pièce C, la pauvre, a eu un petit désagrément. Voilà, je crois qu'elle est passée sous les fesses d'un de mes enfants, donc elle est toute froissée, c'est pas grave. Donc on va mettre comme ça endroit contre endroit. Alors ici pour cette pièce là, en fait je vous ai montré que on peut faire simplement des repères aux frictions parce que en fait on va pas énormément froncer. Les épingles, c'est bien de les faire dépasser quand on a beaucoup de fronce et qu'on voit plus les repères, mais là sincèrement ça va pas être énormément froncé, donc on va pouvoir faire comme ça. Et là donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va faire coïncider les bords, donc on va bien allonger ici nos fils de fronce. Bord à bord, on met une petite épingle, hop, voilà. Pareil à l'autre extrémité. Et ensuite, moi j'aime bien prendre ici la pièce, enfin le repère du milieu. Alors, quand je mets mes épingles, je vais vous montrer de près. Je la fais rentrer avant les fils de fronce et je la fais sortir après les fils de fronce. Ce qui permet au fil de fronce de bien glisser. Et puis, eh bien écoutez, on va regarder ici pour faire correspondre mes repères. Il faut mettre comme ça. Donc, on va prendre les 2 fils de fronce ici et tirer tout doucement. Voilà, pour froncer et faire glisser les fils de fronce. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien, je n'avais pas jusque là. Et ensuite, quand on a nos petits repères, on va regarder, hop, le repère est là. On met repère contre repère. On regarde
ici en bas, hop, on est bien à plat. Et ensuite, ici, je peux épingler les deux repères ensemble. Voilà. Et je procède de la même façon jusqu'à l'extérieur ici. Et ensuite, ici, je commence par là et je vais jusqu'à l'extérieur. Voilà, alors ici, vous voyez, j'ai harmonisé l'ensemble de mes fronces sur toute la longueur. Donc voilà, veillez quand même à bien répartir les fronces. Moi, entre chaque huitième, j'ai placé une épingle. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer à la machine à coudre, ici, à 1 cm du bord. Ce que je vous préconise, mais ça, je vais vous montrer, c'est de prendre un petit poinçon pour bien répartir les fronces au fur et à mesure que l'on pique. Et on va procéder de la même façon pour le devant et pour le dos. Ici, on va venir assembler. Alors, ce que je vous préconise pour assembler, c'est sur le 1er centimètre ici, de ne pas faire de fronce parce que sur cette méthode-là, on va venir piquer à 1 cm et ouvrir les coutures au fer. Donc, c'est pas la peine que ce soit froncé. C'est bien, je trouve, de se munir d'un petit poinçon comme ça pour aider tout doucement à pousser les fronces, parce qu'il se peut qu'avec la pression du pied de biche, vous ayez un petit décalage qui se forme au fur et à mesure sur les fronces. Donc, de pousser les fronces, ça peut être nécessaire. Si vous n'avez pas de petit poinçon, vous pouvez prendre le dos d'un pinceau fin, par exemple, ou voilà, si vous faites du nail art, ce genre de petites choses. Ça peut être très très bien aussi pour pousser. Voilà. Bien écoutez, on va y aller. Là, vous choisissez une couleur qui soit assortie à l'endroit de votre tissu. Voilà, moi je trouve que c'est bien de piquer comme ça. Et puis donc, on va y aller tout doucement. On va faire un petit point d'arrêt. Et puis, c'est parti. Donc là, on va y aller à 1 cm du bord. Hop. Voilà, moi je fais mon point d'arrêt. Et puis on va y aller tout doucement, donc en poussant. Donc il ne faut pas se presser, hein, parce qu'on est avec de la viscose. Et puis je pousse tout doucement. Donc moi, en plus de mes épingles, j'ai rajouté, pardon, hop, je suis désolée, des petites pinces en plus. Donc, vous voyez là, il manque un petit peu de fronce, donc hop, je vais les répartir tout doucement. Alors en dessous, le tissu ici doit rester bien droit et les fronces bien réparties sur le dessus, et on y va. Et donc on fait ça tout le long. Et comme au début, on va laisser un petit centimètre sur la fin qui ne soit pas froncé, et on fait notre point d'arrêt. Quand on a terminé de piquer, voilà ce que ça donne. Donc de l'autre côté, hop, c'est tout lisse. Lorsqu'on retourne le tissu, on voit que, eh bien, on a encore nos petits fils de fronce qui apparaissent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher les 2 fils de canette et puis on va tirer dessus pour enlever, retirer les fils de fronce. Voilà, donc on prend les 2 fils de canette et puis on va tirer, hop, on va faire glisser et on va les faire ressortir. Si vous tirez trop fort, ça va casser, puis il se peut qu'à un moment ça casse, c'est pas grave, on prendra les fils de canette de l'autre côté. Et puis on va tirer comme ça sur toute la longueur, comme ça les fils ne seront pas visibles sur l'endroit. Donc on y va et on fait ça sur toute la longueur. Alors sur l'endroit, ça y est, je n'ai plus de fil de fronce apparent. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer ici ma couture d'assemblage à la surjeteuse pour surfiler les bords, les maintenir ensemble et éviter que ça ne s'effiloche partout. Si vous n'avez pas surjeteuse, vous surfilez au point zigzag et ça ira très bien. Vous voyez ici que j'ai surjeté mes pièces, comme ça, ça fait vraiment très propre
enfin des deux côtés. Et maintenant, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est tout à fait facultatif, mais j'aime beaucoup le faire sur ce genre de pièces. Je viens sur l'endroit et ici je vais rabattre ma couture d'assemblage vers le haut, vers le pan du haut. Je vais venir presser au fer, alors juste écarter un petit peu ma couture sans écraser les jolies fronces que l'on vient de faire, hein. Pour ça j'utilise la Jeannette. Et une fois que c'est bien en place, je vais faire une surpiqûre ici à peu près à 2-3 mm pour maintenir la couture d'assemblage vers le haut, et ça va donner, moi je trouve, un aspect plus fini. J'aime bien faire ça, c'est tout à fait facultatif, mais voilà, je vais donc presser au fer tout doucement pour abattre ma couture, et je vous montre comment est-ce que je surpique. Pour venir surpiquer, personnellement j'aime bien utiliser ce pied presseur là, donc il fait partie de la boîte des 32 pieds presseurs que j'ai acheté il y a très longtemps, et dedans ben voilà, il y a plein de petits pieds presseurs qui sont accessoires mais qui facilitent quand même la vie. Personnellement donc je place le pied presseur, je vais vous montrer après, ici la petite lame dans la rainure. Je déplace mon aiguille sur la gauche et je vais venir piquer comme ça. En fait, voilà, la rainure se met dans la couture d'assemblage. Et voilà. Maintenant, si vous n'avez pas ces pieds presseurs, eh bien, avec votre pied classique, soit vous centrez la piqûre d'assemblage ici sur la marque de milieu de pied de biche et vous décalez votre aiguille sur la gauche. Soit, si vous êtes plus à l'aise de piquer, vous vous mettez, hop, la couture d'assemblage contre le bord du pied de biche et puis vous jouez sur la largeur que vous voulez décaler vers la gauche. Alors le but, ça va être aussi de maintenir, bien entendu, enfin aussi et surtout de maintenir la piqûre. Donc il ne faut pas que vous piquiez trop près de la couture d'assemblage, sinon en fait votre couture en dessous ne sera pas assez maintenue, mais il va pas falloir piquer trop loin non plus, parce que si vous ne piquez pas au niveau, hop, des marges de couture ici, si vous piquez trop loin, eh bien il n'y aura pas cet effet de maintien. Voilà, donc en fait tout simplement vous allez sentir avec vos doigts jusqu'où va là, chez moi c'est ici, jusqu'où va la marge de couture de la piqûre d'assemblage, et vous allez juger, vous allez piquer, alors pas tout à fait au centre, moi j'aime bien piquer un petit peu sur le bord de gauche ici. Voilà, je vais vous montrer avec mon pied presseur. Voyez ici, donc j'ai mis ma petite, enfin ce que j'appelle une lame, vraiment contre ma couture d'assemblage. Donc là vous allez entendre des petits pas sur le parquet. J'ai mes 3 chiens qui sont avec moi à l'atelier, et donc le but, ça va être d'avoir la partie froncée à droite, et bien entendu on va venir piquer sur la partie qui n'est pas froncée. Donc ici je vais mettre mon aiguille complètement à gauche, et moi ça va me permettre de piquer dans la marche comme je le veux. Donc je vais faire un petit point d'arrêt, et en fait je vais, alors moi c'est pas facile parce que j'ai le pied de cygne pour maintenir le téléphone qui est vraiment pas au bon endroit, mais en fait il faut placer les deux mains, alors on ne tire pas, hein, mais il faut bien s'assurer que la couture d'assemblage bascule toujours du même côté et qu'elle ne brille pas. Et ici, donc on va être attentif à ce que, si vous utilisez ce pied presseur, à ce que la petite lame là ne s'accroche pas dans les fronces. Donc de temps en temps il faudra lever le pied presseur pour laisser passer les fronces. Et là on va y aller tout doucement. Voilà, on accompagne le tissu sans le tirer. Et on y va sur toute la longueur. Vous voyez, le fait d'accompagner un tout petit peu le tissu comme ça, ça permet en fait aux fronces de ne pas s'accumuler de ce côté-là et de venir se prendre dans la petite lame. Donc on accompagne. Ici, c'est bien d'avoir le tissu vraiment, que tout soit à l'horizontale, qu'on n'ait pas le tissu qui tombe trop comme ça, ou au contraire qui soit trop tiré. Il faut vraiment que ce soit
tout à l'horizontale et on accompagne le tissu tranquillement. Voilà, on fait ça sur toute la longueur. Voilà ce que donne la surpiqûre sur l'endroit. Bon, moi, c'est un effet que j'aime beaucoup. Je trouve que ça finit bien, que c'est très joli. Donc, sur l'endroit, ça donne ça. Sur l'envers, hop, on voit bien que ma marge de couture est maintenue. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir surfiler les 4 côtés assemblés. Donc, les pièces C et D, on surfile de chaque côté pour les pièces devant, pour les pièces d'eau. Et ensuite, on va assembler à 1 cm. Une fois que mes pièces sont surjetées sur les côtés, je viens placer les 2 panneaux endroit contre endroit en faisant bien attention à faire correspondre les coutures d'assemblage du devant et du dos. Voilà, donc là je vais vous montrer, on aligne bien ici les 2 coutures, on les met bien en face et ensuite, donc je remets mon épingle. On va tout simplement venir piquer à 1 cm tout du long, également de l'autre côté, et bien venir ouvrir les coutures au fer. On va passer maintenant à la deuxième méthode, c'est-à-dire le fronçage en circulaire. Donc ici, pour ma part, j'ai pris les 2 pièces B, c'est-à-dire le volant supérieur de la jupe. Je les ai assemblées, d'abord j'ai surfilé mes côtés, puis j'ai assemblé endroit contre endroit et j'ai ouvert mes coutures au fer. Le haut de cette partie-là va venir s'assembler avec la ceinture élastiquée et le bas va venir s'assembler avec le panneau C, c'est-à-dire le volant du milieu de la jupe. Donc une fois que ça c'est fait, ce qu'on fait c'est que on prend le panneau B qui a déjà été assemblé au panneau C, celui dont on s'est occupé tout à l'heure, et sur la partie supérieure du panneau B, on va venir passer 2 fils de fronce tout le long en circulaire. Donc pour ça, il faut veiller à ce que ici les coutures aient été bien écartées au fer. Voilà, et puis on va passer avec nos fils de fronce sur tout le tour. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire commencer les fils de fronce au niveau de la couture d'assemblage parce que ça va peut-être être un petit peu plus difficile à gérer. Personnellement, je les fais démarrer au niveau de ce qui correspondra au dos et je laisse un tout petit espace pour pouvoir... enfin pour que les fils ne se chevauchent pas une fois qu'on a fait tout le tour du tube, hein, puisqu'ici on a un grand tube et donc on va piquer à la fois le devant et le dos tout en rond, 2 fois fil de fronce supérieur et fil de fronce inférieur. On passe donc à ce qui va être l'assemblage en circulaire. Alors c'est pas plus difficile que l'autre, c'est différent. Donc précédemment je vous rappelle ce qu'on a fait. Donc on a assemblé le devant, milieu, donc pendu milieu, pendu bas. On a fait la même chose au dos, pendu milieu, pendu bas. Ensuite, on a assemblé endroit contre endroit sur le côté. Maintenant, ce qu'on va faire ici, deuxième méthode, c'est que on a cousu, donc ça c'est la partie haute, le premier volant de ma jupe, la pièce B. Donc ici, ce que l'on a fait, c'est que j'ai assemblé, je viens de vous montrer endroit contre endroit, j'ai écarté mes coutures au fer et j'ai retourné. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre cette pièce à l'intérieur de cette pièce pour avoir les tissus endroit contre endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer nos coutures de côté. Voilà. Ici, hop, j'ai ma couture de côté et je vais la faire coïncider dans un premier temps avec cette couture de côté ici. Hop, voilà. Et je vais mettre, alors petite pince, petite épingle, là j'ai mes pinces sous la main. Mais après, je pense que je remettrai, là c'est juste pour vous montrer, je remettrai avec des épingles parce que quand on fronce, c'est quand même
c'est quand même plus précis. Donc, hop, là, donc on va assembler pas le bas, hein, enfin, parce que le pan d'en bas, en fait, ici, une fois que ça va être retourné, ça va être cousu à la ceinture. Donc, ce qu'on va assembler, nous, c'est cette partie-là. Donc, on fait glisser le tuyau à l'intérieur. On va prendre nos coutures de côté de l'autre côté et on va les faire coïncider avec, hop, nos coutures ici. Voilà. Donc, au préalable, bien entendu, sur mon pan du milieu, j'ai passé mes fils de France. Voilà. Et maintenant, eh bien, vous voyez qu'on a 8 repères devant, 8 repères au dos. On va faire coïncider tous les repères en tirant sur les fils de France. Donc, le principe est exactement le même. On prend la partie devant et je vais regarder. Donc, en gros, ça va aller avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça. Voilà. Donc, au niveau, sur le milieu, on va être ici. Donc, je fais coïncider mes deux milieux. Vous voyez qu'on a les deux repères. Et ensuite, je vais répartir mes fronces harmonieusement de là jusque là. Alors, par contre, là, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas regardé où commençaient et où s'arrêtaient mes fils de fronce. Peut-être que c'est de l'autre côté. Alors, bien entendu, j'ai repéré le départ et la fin de mes fils de fronce parce que là, en circulaire, on a une très grande zone froncée. J'ai récupéré ma bague pique-épingle parce que c'est vrai que quand on met des pinces comme ça, vous avez tendance à arrêter, à pincer le fil. Et du coup, pour faire glisser vos fronces, c'est moins pratique. Donc moi, c'est vrai que je préfère les épingles. Donc ici, par exemple, on va être sur la partie dos. Je repère mon milieu dos. Je mets une épingle ici. Et puis après, écoutez, ça va être exactement le même principe. On va répartir les fronces. Je fais attention quand on épingle, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je pique ici, je vous le refais là, au-dessus du premier fil de fronce. Et je passe sous le deuxième fil de fronce. Comme ça, ça me laisse bien la place de glisser. Et ensuite, donc je vais voir, hop, ici, je vais faire correspondre mes deux autres crans. Et l'histoire est toujours la même. Voilà, on épingle, on vérifie que ce soit assez bien harmonisé. Donc, on peut répartir un petit peu. Si c'est trop froncé, regardez, par exemple ici, si on fronce trop, je vais vous montrer si c'est trop froncé. Alors, si je récupère les deux fils, ça va être déjà beaucoup mieux. Hop, voilà, hop. Donc, si c'est une partie qui est trop froncée, eh bien entendu, on va laisser partir le fil et faire glisser. Maintenant, voilà, si c'est pas assez foncé, on récupère nos fils et on fait glisser jusqu'au tour. Donc, là, je vais aller jusqu'ici. Et puis ensuite, pour l'autre côté, je vais vérifier, hop, à première vue, si mes pièces sont assez froncées ou pas. Donc là, je vois que si je fais correspondre ici, c'est pas assez foncé. Ici, moyennement. Ici, c'est quand même bien foncé. Donc, ce que je vais faire au départ, là, c'est pareil. J'enlève ma pince. Je vais mettre plutôt une épingle. Et je vais récupérer mes fils de fronce pour froncer dans un premier temps. Là, je vais replacer, pareil, une épingle. Donc, je récupère ici mes fils de canette. Donc là, vous avez nécessairement à cet endroit-là plein de fils de fronce, mais c'est tout à fait normal. Donc, on récupère cela. Hop. Voilà. Et on va venir faire glisser. Je vais vous montrer de plus près. Ici, j'avais mes fils de fronce. En fait, ça ne glissait pas. Voilà, mon fronçage ne coinçait. Donc, tout simplement, il y avait comme un petit nœud qui s'était formé de l'autre côté.
Donc tout simplement, quand c'est comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite aiguille ou une petite épingle et on enlève un point, des fois 2 points, en faisant attention à ce qu'au dos, il n'y ait pas de nœud. Et là, ensuite, ça a glissé tout seul. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on répartit les fronces sur l'ensemble du cercle. Et puis, on va venir maintenant, comme je vous l'explique depuis le début, faire coïncider les repères depuis le milieu jusqu'au côté, en fait. Voilà, des deux côtés. Et on fait ça sur tout le tour. Je vous fais un petit visuel de ce que ça donne une fois tout froncé. Donc, on a notre grand cercle avec les fronces qui sont réparties. Vous pouvez ou pas replacer une épingle entre chaque repère ou pas. Moi, je pense que c'est bon, je ne vais pas le faire. Ce que je vous préconise peut-être, on ne sait jamais, le temps de la couture, c'est de faire un petit nœud au niveau de vos fils de fronce. Vous prenez le début et la fin et vous faites un petit nœud pour sécuriser, pour éviter que le faux fil ne s'échappe. On ne sait jamais pendant la couture, ce qui est un petit peu embêtant. Même si là, c'est pas une pièce extrêmement froncée, on arrive à récupérer avec le poinçon si jamais le fil s'échappe, mais par sécurité, moi j'aime bien faire un petit nœud. Voilà, et puis maintenant, eh bien, comme pour les autres pièces, on va aller à la machine à coudre, s'assurer que la pièce du dessous soit bien droite, et puis venir piquer ici à 1 cm. Mes volants ont été assemblés endroit contre endroit. Maintenant, je vais m'occuper de la ceinture. Alors, au niveau de la ceinture, dans le descriptif de Karine, il est préconisé un montage classique, c'est-à-dire que on va prendre... Donc, moi, j'ai surfilé les bouts ici. La ceinture était avec le petit paquet de volants du haut sur lequel Antoine s'est assis. Donc, elle est toute froissée, mais je ne l'ai pas repassée parce que j'ai fait mes marques, mes repères aux frictions et j'avais pas envie de refaire tous les repères et de toute façon ça va être froncé. Alors donc un montage classique, on va piquer ici endroit contre endroit 1 cm, retourner, faire un tube ensuite comme ça, donc là c'est cousu, hein, et venir piquer sur notre jupe en laissant une ouverture pour insérer par la suite l'élastique. Moi, je vais vous montrer une méthode que j'aime bien et que j'utilise tout le temps pour monter les élastiques de jogging de mes enfants. Je trouve que ça se coud quand même plus vite et surtout, ça permet de maintenir l'élastique en place. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va plier ici la ceinture en deux. Donc, on la met bien bord à bord ici. Ici, vous voyez que j'ai fait un petit repère. Alors, j'ai rajouté 1 cm au niveau de la ceinture pour avoir un petit peu plus de marge pour l'élastique, pour avoir un petit peu plus de jeu. On verra si je recoupe à la surjeteuse ou pas. Mais donc, on prend notre ceinture ici, plie en deux, et on va venir mettre l'élastique ici. Comme ceci, là où ça va être plié. On va plier la ceinture pour créer le tunnel. Hop, voilà, on referme. Ici, on est bien bord à bord. Donc, on fait attention à ce que l'élastique dépasse bien. Ensuite, vous voyez, ça va être comme ça. On va prendre l'autre bout d'élastique et on va le faire venir ici. Et on va sécuriser le tout et on va piquer à 1 cm. Alors pour l'élastique, soit vous suivez le tableau des mesures, soit moi j'ai pris mon tour de taille et j'ai coupé 1 cm de moins que mon tour de taille, sachant que ici on va avoir une couture d'assemblage. Donc il y a 2 cm qui vont partir. Voilà, ce qui revient à peu près à avoir le tour de taille moins 3 cm. Donc je vais venir faire une couture ici et on va retourner. Je me dis que c'est peut-être bien de vous montrer une deuxième fois. Donc, je recommence, on ne sait jamais, pour le pliage de la ceinture. Il n'y a rien de compliqué, mais bon. Donc, on prend notre ceinture, on la plie endroit contre endroit, ici. Hop, comme ceci.
on prend notre élastique, on le met à la moitié. Moi, j'ai fait mon petit repère. On replie avec les deux morceaux ici. Donc là, en fait, on a deux épaisseurs en dessous, l'élastique, les deux épaisseurs au-dessus. Et ensuite, on prend l'autre morceau d'élastique, l'autre bout, et on le ramène ici. Et là, vous voyez qu'on va créer la ceinture. Clac, un coup comme ça. Je vous montre ce que ça donne au cours du piquage. Donc là, je pique à 1 cm. À chaque fois, je fais bien correspondre mes petits repères pour que ma ceinture quand même demeure droite et que ça ne vrille pas. Et puis, eh bien, je fais coulisser au fur et à mesure l'élastique dans le tissu parce que, comme je vous le disais, nécessairement, l'élastique est bien plus court que le tissu puisqu'on va avoir une petite ceinture froncée. Alors, j'ai piqué ici, donc, tout le long de l'élastique et j'obtiens une jolie petite ceinture froncée qui est trop mignonne. Alors, ce que je vous conseille, avant de la poser sur le haut de la jupe, hein, donc ici, on a le premier pan de la jupe et puis là, on a tout ce qu'on a froncé auparavant. Passez là votre ceinture, voir si elle vous convient parce que si elle est trop lâche ou au contraire trop serrée, vaut mieux la réajuster maintenant qu'une fois qu'elle sera montée sur la jupe. Donc moi, vous voyez, je l'ai passée, c'est pour ça qu'en fait, elle est toute effilochée, mais je surjetterai l'ensemble après. Alors, avec cette méthode-là, en fait, c'est pas la peine d'aligner sur tous les repères. Vous partagez en 4 la ceinture parce que en fait, elle est déjà toute froncée. Et on va faire correspondre en fait le devant, le dos et les côtés. Et on va venir tirer sur l'élastique au fur et à mesure qu'on assemble avec la jupe. Donc, je vais vous montrer tout simplement. On va poser ici, je dirais, l'endroit de la ceinture avec le bord libre. Là, il y a le fond de l'élastique. Ici, il y a la couture d'assemblage. Donc, on va poser ça. Contre, ici, je suis sur mon milieu dos. Voilà. Et on va mettre les épingles. Hop. Ensuite, je vais faire correspondre ici, c'est un autre quart, donc qui va correspondre à la couture de côté de la jupe. Voilà. Idem de l'autre côté et idem sur le milieu devant. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer. Et là, vous voyez, en fait, comme la jupe est froncée même en haut, bien sûr, il y a un amas de tissu. Avec cette méthode-là, encore une fois, mon tissu est déjà froncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur mon élastique jusqu'à ce que je récupère ici la longueur du tissu. Voilà, et je vais piquer comme ça à chaque fois. Clac, ici. Non, là, j'ai pas encore mis d'épingle. Ici, je vais continuer et je vais tirer jusqu'à récupérer la longueur du tissu et ainsi de suite. Je vais vous montrer ça. Je vous montre ici comment est-ce que je vais piquer. Alors, j'ai placé sous mon pied de biche hop, une partie vers le milieu entre deux épingles. Je commence au dos, je fais un point d'arrêt, hop, donc là on aligne bien ce volant là qui est le premier volant de la jupe avec la petite ceinture. On fait un point d'arrêt, donc moi j'ai déplacé mon aiguille sur la gauche au maximum puisque j'avais cette largeur là pour piquer mon élastique. Comme ça je vais venir juste au bord de l'élastique, je trouve ça assez confortable. Je fais un point d'arrêt et puis maintenant je vais laisser mon aiguille enfoncer. Et je vais ici tirer l'élastique jusqu'à ce qu'il vienne s'aligner, en fait, jusqu'à ce qu'il ait la même longueur que le haut de ma jupe. Hop, comme ceci. Donc, on peut maintenir un petit peu derrière. On fait attention à ce que les deux bords s'alignent bien. On maintient et on pique. Alors, il se peut que ça se déplace un petit peu. On remet en place. Voilà, ici on maintient un petit peu tendu. Quand on arrive, hop, ici je vois que je suis pas trop mal. Quand on arrive là où il y a l'épingle, oh, je suis désolée à chaque fois, c'est dans le champ là où j'ai ma main. Vous voyez que on va avoir
la même histoire, c'est-à-dire beaucoup plus de tissu ici que de ceinture. Donc, eh bien, écoutez, on prend à peu près, ici, on avait les repères, hein, qu'on avait fait les petits repères bleus. On les fait coïncider et on tire. Donc après, c'est toujours pareil. On tire sur l'élastique jusqu'à ce qu'il ait la même longueur. On s'aligne et on pique. On réajuste. Hop, voilà. On vient. On y va tout doucement, hein, on n'est pas pressé. Et pareil, on retire et ainsi de suite. On fait tout le tour et notre point d'arrêt à la fin. Alors, j'ai fini de piquer ma ceinture. J'ai essayé la jupe et ça me convient. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement surjeter ici tous mes 3 épaisseurs. Voilà. Et donc à voir maintenant, vous essayez la jupe, vous voyez au niveau de la longueur si ça vous convient ou pas. Et ensuite, eh bien, il y a 2 possibilités. Soit la longueur vous convient et on vient surjeter le bas de la jupe et faire un double rentrée pour faire un ourlet. Soit elle est vraiment trop longue, vous recoupez, idem, vous surjetez, vous faites votre ourlet. Soit vous l'aimeriez encore un peu plus longue. Et là, ce que vous faites, c'est que au lieu de faire un ourlet, vous pouvez rajouter un 4e volant. Vous prenez une bande de tissu que vous pliez endroit contre endroit. Et vous rajoutez votre 4e volant que vous venez froncer. Donc, dans l'idéal, il faudrait encore un volant de largeur encore plus grande que le pan D de la jupe. Voilà, donc personnellement la longueur me convient tout à fait, donc je vais surjeter et je vais faire un double rentrée. Je pense faire 2 fois 1 cm et ce sera parfait. Alors je vous montre ici tout simplement au niveau de l'ourlet. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai surjeté le bord, enfin surfilé, et puis j'ai fait un double rentrée d'un peu plus d'1 cm, 1,3 cm à peu près, x 2. Donc ben, écoutez, je suis très contente de ma réalisation. Donc voilà sur l'intérieur et sur l'extérieur. Voilà, j'ai pris un fil qui coordonnait avec les tonalités du tissu. Voilà, alors j'espère que tout a été plus ou moins clair. Je vais vous montrer ce que donne la jupe portée. Et comme ça, vous aurez... Alors, je sais pas, là, j'aurai peut-être pas assez de recul. Voilà, je sais pas, est-ce que j'insérerai des photos aussi. Là, au moment où je tourne, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, vous aurez comme ça, vous vous ferez une meilleure idée. Et puis, ben, on se retrouve après pour la conclusion. Alors, je n'ai pas un recul suffisant, mais bon, vous aurez déjà une idée de ce que ça donne portée. Donc, voilà, moi, je trouve qu'elle est très, très, très agréable. Les proportions sont très belles. J'ai choisi de ne pas trop serrer la taille parce que je ne supporte pas quand c'est trop serré. Maintenant, vous voyez, on peut avoir quelque chose de plus... c'est vous qui ajustez, hein, voilà, au niveau de la taille, on peut avoir quelque chose de plus serré. Moi, je sais que j'aime bien que ce soit quand même assez fluide. Donc oui, moi, j'ai respecté les proportions et les mesures pour une stature d'1,76 m. Voilà, malheureusement, je ne peux plus porter trop de talons, mais du coup, vu que je fais 1,70 m à plat, on est vraiment au ras du sol et moi, c'est ce qui me plaît. Alors là... comment vous dire, c'est pas de la plus grande classe ce que je porte, mais je voulais quelque chose de très moulant pour vous montrer que voilà, si vous voulez mettre un petit caraco qui blouse un petit peu à la taille, c'est possible. Maintenant, si vous voulez mettre quelque chose de très moulant, et moi c'est ce que j'aime bien avec ce genre de jupe, et bien vous voyez qu'on n'a pas l'effet montgolfière avec le tombé de la viscose et les proportions des panneaux. Je trouve qu'on a quelque chose de très harmonieux. Voilà, donc, vous voyez, on n'est pas... voilà, je trouve que ça fait pas... on n'a pas cet effet parachute. Oui, donc avec la petite technique que je vous montre,
Là, vous voyez, on a un élastique de 4 cm. Je l'ai déjà portée, cette jupe, sur la journée. Et en fait, l'élastique ne vrille pas parce qu'il est pris dans la couture. Et du coup, c'est super. Voilà, c'est super et ça reste confortable. Ça se place bien. Je vous avais dit dans un bilan couture que j'avais cousu le pantalon fez et que je préférais la taille de 3 cm, la taille d'élastique de 3 cm plutôt que celle de 4 parce qu'en fait il est un petit peu plus bas. Là maintenant, vu qu'on est vraiment au niveau de la taille avec cette jupe là, 4 cm c'est pas gênant du tout, au contraire. Voilà, on a une jolie ceinture qui se forme et parce que comme ça vous verrez, vous voyez, on a vraiment de jolis pans. Voilà, c'est vraiment très très joli. Voilà, hop, comme ça vous verrez bien, on a jusque là. Voilà, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à se retrouver pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un immense plaisir à la tourner. Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps je trouvais que les tutos c'était très difficile à tourner. Mes tutos ne sont pas parfaits du tout. Je sais que au niveau des prises d'angle, c'est pas le mieux qu'on puisse faire, mais bon, pour l'instant, je procède comme ça. Partager me fait très très plaisir. Donc j'espère que ça pourra vous aider, vous apporter quelque chose. Moi, dans cette vidéo, je remercie encore infiniment Karine pour sa confiance, pour tous ses cadeaux, c'en était même gênant. Et en toute sincérité, voilà, moi c'est au niveau des proportions, c'est un patron que j'adore et le tissu, c'est vraiment du bonheur à coudre, du bonheur à porter. Voilà, il me semble dans le tuto que j'ai pas parlé de la deuxième surpiqûre ici. Je vais vous le dire quand même. Je vous ai parlé que de la première surpiqûre au niveau de l'assemblage des deuxième et troisième volants. J'ai essayé de ne pas surpiquer. Et en fait, avec le tombé de la jupe, moi la couture d'assemblage, je la sens frotter contre mes jambes et ça me plaît pas. Donc voilà, ça me gêne un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai surpiqué à chaque fois mes deux assemblages et je trouve que c'est vraiment mieux comme ça. Mais bon, ça encore une fois c'est personnel. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le patron et que les petits tissus de Karine pourront vous plaire aussi. Donc jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter et de prendre soin de vous. Au revoir.